Dans les suites stupéfaites de Pearl Harbor, alors que les drapeaux navals japonais flottaient haut dans le Pacifique, le quartier général impérial en Tokyo s'est réuni pour poser une question simple et brutale. Et maintenant? Les cartes ont été déroulées. Les victoires ont été comptabilisées, mais un homme, l'amiral Isoroku Yamamoto, connaissait un secret. Ce n'était pas à propos des navires qu'il venait de couler, c'était à propos de la nation qu'il avait réveillée. Ce qu'il a dit au haut commandement n'était pas seulement un avertissement, c'était un aveu terrifiant qu'une invasion à grande échelle des États-Unis était déjà impossible. La raison en glacerait les eaux. Et cela n'avait presque rien à voir avec l'armée américaine. C'est l'histoire de ce que le haut commandement japonais a dit et ce qu'ils craignaient vraiment quand ils ont réalisé que l'Amérique ne pouvait pas être envahie. Dans les derniers jours de 1941, l'ambiance à Tokyo était électrique. L'Empire du Japon se tenait au sommet de sa puissance. L'attaque sur Pearl Harbor avait été de leur point de vue un succès stupéfiant, paralysant la flotte du Pacifique américain en un seul coup décisif. Le général Hideki Tojo, le Premier ministre, et les faucons militaires voyaient un chemin vers la victoire qui semblait presque certain. Leurs armées balayaient l'Asie du Sud-Est, Hong Kong, la Malaisie, les Philippines. Elles tombaient comme des dominos. Les Britanniques étaient secoués, les Néerlandais étaient en désarroi. Une Amérique qu'ils croyaient avoir reçu un coup assommant. C'était l'ère de la maladie de la victoire. Une vague d'hubris nationale qui a balayé le commandement japonais. Ils en étaient venus à croire leur propre propagande. Ils croyaient à l'esprit japonais du Bushido. La volonté du guerrier était spirituellement supérieure à la culture molle, décadente et matérialiste de l'Occident. Ils voyaient les Américains comme des marchands et des fermiers, pas comme des combattants. Une nation divisée, réticente à payer le prix en sang de gens qui demanderaient sûrement la paix une fois leur flotte au fond de la mer. Leur plan, la doctrine Kessen, était construit sur cette même hypothèse. Il appelait à une seule action de flotte décisive. Une bataille gagnant-perdant qui dévasterait tellement la marine américaine que Washington n'aurait d'autre choix que de négocier une trêve, laissant le Japon comme maître incontesté de l'Asie et du Pacifique. Mais à l'intérieur des murs fortement gardés du quartier général impérial, un homme ne partageait pas la célébration. Il connaissait la vérité. L'amiral Isoroku Yamamoto, commandant en chef de la flotte combinée, était le véritable architecte de l'attaque sur Pearl Harbor. Pourtant, il était peut-être l'homme le plus instruit en Amérique de tout le gouvernement japonais. Il était un paradoxe, un patriote qui se méfiait profondément des plans agressifs de l'armée et un brillant stratège naval qui craignait maintenant d'avoir scellé le destin de sa nation. Vous voyez, Yamamoto n'avait pas seulement visité l'Amérique, il y avait vécu. Il a étudié à l'université Harvard de 1919 à 1921, il a ensuite servi comme attaché naval à Washington D.C. Il n'avait pas seulement vu les monuments et les politiciens, il avait voyagé dans le pays. Il avait conduit de la côte est à la côte ouest. Il avait vu les petites villes, les vastes terres agricoles et les usines rugissantes du cœur industriel. Il parlait la langue, il lisait les journaux et il comprenait la psyché américaine d'une manière que Tojo et les généraux de l'armée ne pouvaient tout simplement pas. Tandis que les autres célébraient, Yamamoto écrivait dans son journal. Il a écrit de manière célèbre à un collègue « Je crains que tout ce que nous ayons fait soit de réveiller un géant endormi et de le remplir d'une résolution terrible. » Le haut commandement, cependant, regardait déjà au-delà de la doctrine Kessen. Il regardait les cartes et posait la question logique suivante. Et si nous ne faisions pas que vaincre l'Amérique? Et si nous les envahissions? Qu'est-ce qu'il faudrait pour débarquer l'armée impériale japonaise sur les côtes de la Californie? C'est là que l'histoire commence vraiment. Parce que quand Yamamoto a été pressé sur cette même question, sa réponse n'était pas basée sur des cartes marines ou des effectifs. Elle était basée sur quelque chose qu'il avait vu dans les quincailleries du Montana, dans les champs du Midwest et dans le caractère têtu du peuple américain. Les généraux à Tokyo voyaient l'Amérique comme une cible. Yamamoto la voyait comme une forteresse. La première et peut-être la plus choquante révélation qu'il leur a présentée n'était pas à propos d'un nouveau cuirassé ou d'une base aérienne secrète. C'était à propos du peuple américain lui-même. Dans le Japon des années 1940, la relation entre le peuple et l'État était celle d'une obéissance absolue. Après la restauration Meiji, le gouvernement avait systématiquement désarmé la population. L'ancienne classe des samouraïs avait ses épées confisquées. La possession d'armes à feu n'était pas un droit, c'était un privilège rare, accordé uniquement par l'État. L'armée était la seule entité ayant un véritable pouvoir de feu. C'était la lentille à travers laquelle les généraux japonais voyaient le monde. Une armée combat une armée. Les civils, les haïmin, s'inclinent simplement devant leur nouveau maître. Yamamoto devait briser cette illusion.
Il a expliqué à une salle de commandants déconcertés ce qu'il avait été témoin en Amérique. Il leur a dit qu'aux États-Unis, les armes n'étaient pas seulement pour les soldats. Il avait vu des quincailleries dans de minuscules petites villes rurales qui vendaient des fusils et des fusils de chasse empilés à côté de marteaux et de clous. Il avait vu des magasins d'articles de sport où n'importe quel homme pouvait entrer et acheter une arme à feu avec des munitions. Il a décrit une culture où les pères enseignaient à leurs fils à chasser, où le tir était une source de fierté, une tradition transmise d'un héritage de frontières qui était à l'époque seulement à 1 ou 2 générations de distance. Il ne parlait pas seulement de quelques milliers de passionnés. Les estimations de renseignements, bien que difficiles à confirmer avec précision, étaient stupéfiantes. Dans une nation de 130 millions de personnes, on croyait qu'il y avait environ 50 millions d'armes à feu déjà entre les mains des civils. C'était un concept que le haut commandement pouvait à peine traiter. Et alors ? Un général aurait pu argumenter. Ce ne sont pas des soldats entraînés, ce sont des civils. La réponse de Yamamoto, comme l'histoire s'en souvient, était glaçante. Il est célèbrement cité comme ayant dit « Vous ne pouvez pas envahir le continent américain. Il y aurait un fusil derrière chaque brin d'herbe. » Pensez à ce que cette simple phrase impliquait. Ce n'était pas un calcul militaire, c'était un calcul sociologique. Il peignait un tableau d'une invasion qui serait sans précédent dans l'histoire humaine. Ce ne serait pas une armée combattant une armée pour le contrôle d'une capitale. Ce serait une armée combattant une population entière. Chaque ferme deviendrait un nid de tireurs d'élite, chaque ville une forteresse, chaque autoroute une embuscade potentielle. Le soldat japonais, entraîné pour les batailles décisives en champs ouverts ou dans la guerre de jungle, serait jeté dans un broyeur à viande de 3000 miles de long. Il ne combattrait pas une armée disciplinée qui se rendrait quand ses officiers seraient capturés. Il combattrait des millions d'individus, des fermiers, des ouvriers d'usine, des mécaniciens et des marchands, qui croyaient avec une ferveur quasi religieuse qu'ils avaient un droit divin de défendre leur propre propriété et leur propre vie. C'était le cauchemar de la doctrine militaire japonaise. Vous brisez la volonté de combattre de l'ennemi, mais comment pouviez-vous briser la volonté de 100 millions de personnes combattant sur leur propre terre, pour leur propre maison ? Il n'y avait pas de point de reddition. Nous entendons souvent ces histoires et elles résonnent avec un sentiment de fierté nationale, une fierté envers cette plus grande génération et l'esprit qui les a définis. Si vous croyez à ce genre d'histoire, ce regard plus approfondi sur pourquoi le monde est comme il l'est est plus important que jamais à retenir. Nous serions honorés si vous preniez un moment pour vous abonner. C'est un simple clic, mais cela envoie un message puissant que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Des histoires qui comptent. Mais l'avertissement de Yamamoto ne s'arrêtait pas là. Le fusil derrière chaque brin d'herbe n'était que la première couche d'un problème impossible. Disons, pour l'argument, que l'armée impériale japonaise était disposée à payer ce prix en sang. Disons qu'ils étaient préparés à perdre des millions d'hommes combattant une guerre de guérilla contre toute la population américaine. Maintenant, ils font face au problème qu'aucune quantité d'esprit de combat ne pouvait résoudre. Les mathématiques. Yamamoto a déroulé les cartes. Les généraux à Tokyo avaient l'habitude de sauter d'île en île, de combattre en Chine, une vaste terre, mais avec des territoires anciens et définis. Ils ont regardé la carte des États-Unis et la réalité de la géographie a commencé à s'enfoncer. Le Japon, en tant que nation, est une collection d'îles à peu près de la taille de la Californie. L'Amérique était un continent, des plages de débarquement en Californie au centre du gouvernement et de l'industrie à l'est. Une armée envahissante aurait dû traverser près de 3000 miles. Ce n'était pas seulement une terre plate. D'abord, ils auraient dû se frayer un chemin sur les montagnes de la Sierra Nevada, un mur de granit massif. Ensuite, après avoir traversé les déserts du Nevada et de l'Utah, ils auraient fait face aux montagnes rocheuses, l'une des chaînes de montagnes les plus formidables de la planète. Même s'ils avaient réussi à passer ces forteresses naturelles, ils auraient ensuite émergé sur les grandes plaines, une vaste étendue s'étendant sur 1000 miles. C'était un piège logistique mortel. Une armée se déplace sur son estomac et elle combat avec ses approvisionnements. Chaque balle, chaque sac de riz, chaque gallon d'essence pour leurs chars et leurs camions aurait dû venir du Japon. C'était la deuxième grande impossibilité, la tyrannie de la distance. La ligne d'approvisionnement japonaise s'étendrait sur 5000 miles à travers l'océan Pacifique. C'était en soi une proposition insensée. La marine américaine, brisée à Pearl Harbor, se reconstruisait déjà avec vengeance. Les sous-marins américains chasseraient ces convois d'approvisionnement sans relâche. Le voyage prendrait des semaines, et chaque navire qui passerait serait un miracle. Pendant ce temps, qu'en est-il des Américains ? Yamamoto avait vu leur logistique interne. Il avait vu le réseau de chemin de fer qui sillonnait la nation. Les États-Unis pouvaient déplacer une armée entière de New York à la Californie en quelques jours, complète avec tous ses chars, son artillerie et ses approvisionnements. Le système ferroviaire japonais était minuscule et fragmenté en comparaison, et une armée japonaise envahissante serait échouée.
Il serait une île de troupes dans une mer de territoire hostile. Ils seraient coupés, affamés et traqués. Chaque mille qu'ils avanceraient à l'intérieur des terres étirerait leur ligne d'approvisionnement inexistante plus mince, tandis que les Américains ne feraient que devenir plus forts, puisant dans les ressources vastes et intactes de leur propre continent. Une force d'invasion ne pourrait pas vivre de la terre. La terre elle-même les combattrait. Ils ne pourraient pas reconstituer leurs approvisionnements. Leur ligne d'approvisionnement serait au fond du Pacifique, c'était une fantaisie logistique. Aucune armée dans l'histoire n'avait jamais projeté le pouvoir avec succès à une telle échelle contre un adversaire aussi bien défendu et géographiquement massif. Et même cela, la géographie et la logistique, n'étaient pas le géant que Yamamoto craignait vraiment, le vrai géant. Celui qu'il avait vu dans les feux rugissants de Détroit et de Pittsburgh était la seule chose que le Japon ne pouvait jamais espérer égaler. Le problème n'était pas seulement que l'Amérique était grande, le problème était ce que l'Amérique faisait. Yamamoto devait expliquer au haut commandement que toutes leurs prémices pour la guerre étaient erronées. Il croyait qu'il pouvait paralyser l'Amérique en coulant sa flotte, mais Yamamoto savait que le vrai pouvoir de l'Amérique n'était pas dans sa flotte en étang, mais dans sa capacité à en construire une nouvelle, et puis à en construire une autre après cela. C'était la troisième et la plus terrifiante impossibilité, l'arsenal de la démocratie. Mettons cela en perspective avec des chiffres. Le genre de chiffres durs qui aurait tenu Yamamoto éveillé la nuit. En 1941, alors que le Japon se préparait à la guerre, sa capacité industrielle était une fraction de celle de l'Amérique. Prenez l'acier, l'épine dorsale même de toute machine de guerre moderne. Les États-Unis, en 1941, produisaient environ la moitié de l'acier mondial. La production totale du Japon était environ 10% de celle de l'Amérique. Ou considérez le pétrole, le sang vital des chars, des avions et des navires. Les États-Unis étaient le plus grand producteur mondial, tirant plus de 60% de l'approvisionnement mondial entier de leurs propres puits au Texas, en Oklahoma et en Californie. Le Japon, en contraste, n'avait presque pas de pétrole domestique. Il dépendait complètement des importations. Les 13 importations que l'Amérique venait de couper, ce qui les avait forcés à attaquer en premier lieu. Le haut commandement japonais connaissait ces chiffres, mais il ne les comprenait pas. Il croyait que leur esprit supérieur pouvait surmonter un déficit en matériel. Yamamoto savait que c'était des absurdités. La guerre, il le comprenait, est finalement une bataille de production, de logistique, d'usure. Et dans cette bataille, le Japon avait déjà perdu. Il avait vu les usines automobiles à Détroit. Il a dit à ses collègues officiers sans exagération que l'industrie automobile américaine pouvait à elle seule surpasser la capacité de production entière de guerre du Troisième Reich. Et il avait raison. Quand l'Amérique a appuyé sur l'interrupteur, les résultats étaient au-delà de la compréhension. La Ford Motor Company, qui avait perfectionné la chaîne de montage, a construit une nouvelle usine à Willow Run. À son apogée, cette seule usine produisait un bombardier B-24 Liberator toutes les heures. Pensez à cela. Un bombardier lourd quadrimoteur, l'une des machines les plus complexes de l'époque, sortant de la chaîne toutes les 60 minutes, 24 heures par jour. Le Japon a célébré la construction d'un nouveau porte-avions comme un triomphe national qui a pris des années. Les chantiers navals américains, comme ceux dirigés par Henry Kaiser, appliquaient les techniques de la chaîne de montage aux navires. Ils construisaient des navires de fret Liberty en quelques semaines, ensuite ils l'ont réduit à des jours. Un navire, le SS Robert E. Peary, a été construit de la première tôle de quille au lancement en seulement 4 jours et 15 heures. C'était le géant. Le géant endormi n'était pas seulement l'armée américaine. C'était l'ouvrier d'usine américain, l'ingénieur, l'agriculteur. C'était un système qui pouvait verser un flot d'acier, d'aluminium et de pétrole, créant une vague de chars, d'avions et de navires qui serait simplement irrésistible. Le plan de Yamamoto pour Pearl Harbor n'a jamais été de gagner une longue guerre. C'était un pari désespéré. Il a dit au haut commandement qu'il pouvait faire rage pendant 6 mois ou 1 an. Mais après cela, il n'avait absolument aucune confiance dans la victoire. Il espérait infliger une blessure si douloureuse, si soudaine, que les Américains mous abandonneraient simplement. Et cela a conduit à sa 4e et peut-être la plus profonde réalisation. Le dernier calcul fatal commis par les généraux à Tokyo. Il croyait que l'esprit américain était faible. Yamamoto, l'homme de Harvard, l'étudiant en histoire, savait qu'il se trompait dangereusement. C'était la 4e impossibilité, sous-estimer le caractère américain. Les généraux japonais, en particulier ceux de l'armée, étaient des produits du code Bushido rigide, féodal et adorateur de l'empereur. Pour eux, le plus grand honneur était de mourir pour l'empereur. La reddition était la honte ultime. Ils regardaient l'Amérique, une nation bruyante, désordonnée et démocratique, où les gens argumentaient avec leur gouvernement,
où les individus étaient célébrés, et ils voyaient la faiblesse. Ils voyaient un manque de cohésion, un manque de pureté spirituelle. Yamamoto avait vu quelque chose d'entièrement différent. Il avait étudié l'histoire américaine. Il connaissait la guerre de l'indépendance, où une armée hétéroclite de fermiers et de marchands, combattant pour une idée radicale de liberté, avait vaincu la plus grande puissance militaire de la Terre, l'Empire britannique. Il connaissait la guerre de sécession américaine, un conflit qui avait coûté plus de vies américaines que presque toutes leurs autres guerres réunies, menées avec une férocité brutale sur la définition même de leur nation. Yamamoto comprenait que les Américains n'étaient pas motivés par l'obéissance à un dur empereur, ils étaient motivés par quelque chose que le haut commandement ne pouvait pas saisir, l'individualisme. L'esprit ne me marchait pas dessus, la croyance profonde et têtue en l'indépendance personnelle et la défense de son propre foyer. Cela, avertissait-il, les rendait les ennemis les plus imprévisibles et les plus dangereux. Une armée professionnelle comme la leur obéit aux ordres, elle attaque quand on le lui dit, elle se retire quand on le lui commande. Mais une nation de civils armés, combattant sur leur propre sol, ils n'obéissent pas aux ordres d'un général lointain. Ils combattent parce que quelqu'un est sur leur terre. Ils combattent pour leur famille, leur ferme, leur ville. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de point de rupture unique dans le modèle japonais de guerre. Vous capturez la capitale, vous prenez Tokyo, l'empereur se rend. La guerre est terminée. Mais en Amérique, que captureriez-vous si vous capturiez Washington DC ? Le gouvernement se déplacerait simplement à Chicago. Si vous capturiez Chicago, il se déplacerait à Denver. Chaque État, chaque comté continuerait à résister. La guerre serait sans fin. Donc, quand les généraux ont demandé à Yamamoto son évaluation finale, il a exposé les faits. Pour envahir les États-Unis, le Japon devrait traverser 5000 miles d'océan, chassé par des sous-marins, pour débarquer sur un continent hostile. Là, il serait accueilli sur les plages non seulement par une armée, mais par des millions de citoyens armés avec une meilleure précision de tir que beaucoup de leurs propres soldats. S'ils survivaient à cela, ils devraient se frayer un chemin à travers 3000 miles de terrain brutal et impitoyable, y compris deux des plus grandes chaînes de montagnes du monde. Leur ligne d'approvisionnement serait inexistante. Et pendant ce temps, l'arsenal de la démocratie américaine, un géant manufacturier qui éclipsait le leur, produirait un approvisionnement sans fin de nouveaux chars, de nouveaux avions et de nouveaux navires, armant une population unie non par l'obéissance, mais par une résolution terrible de ne jamais, jamais être conquise. La salle devint silencieuse. La maladie de la victoire était guérie. Le plan d'invasion de l'Amérique fut discrètement abandonné, non seulement comme difficile, mais comme impossible. C'est un esprit que beaucoup d'entre nous ressentent encore aujourd'hui, une connexion au courage de cette génération. C'est un sujet complexe et nous sommes curieux d'entendre votre perspective. Quelle partie de ce caractère américain pensez-vous avoir été le facteur le plus décisif ? Était-ce l'esprit indépendant, la ténacité industrielle ou quelque chose d'entièrement différent ? Veuillez prendre un moment et nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Nous apprécions vraiment la sagesse et l'expérience que nos spectateurs apportent et nous lisons autant de commentaires que nous le pouvons. Maintenant, toute cette histoire, ce grand dilemme stratégique a une image miroir fascinante et sombre. Parce que le haut commandement japonais avait correctement identifié toutes les raisons pour lesquelles envahir l'Amérique était impossible, mais ils ont échoué à appliquer cette même logique à eux-mêmes. Bien qu'ils sachent qu'ils ne pourraient jamais conquérir l'Amérique, ils entretenaient une croyance inébranlable que l'Amérique ne pourrait jamais les conquérir. Cela nous amène au chapitre final et glaçant de cette histoire, l'invasion qui était planifiée. Alors que la marée de la guerre tournait, alors que le géant endormi se réveillait et commençait sa marche implacable à travers le Pacifique, les États-Unis faisaient face à la même question que le Japon avait reculé. Qu'est-ce qu'il faudrait pour envahir la terre natale japonaise ? Le plan était codé Opération Downfall. Il était prévu pour la fin de 1945 et 1946, et c'était, en tous les sens, le cauchemar japonais en inverse, mais avec une différence terrible. Le plan américain prévoyait le plus grand assaut amphibie de l'histoire humaine, dépassant de loin le débarquement en ampleur. Il impliquerait plus d'1,5 million de troupes alliées. Le premier débarquement, Opération Olympique, frapperait l'île méridionale de Kyushu. Le second, Opération Coronet, frapperait près de Tokyo lui-même. Les planificateurs américains, des hommes comme le général MacArthur et l'amiral Nimitz, ont commencé à faire les calculs. Ils ont regardé la géographie du Japon. Ils ont regardé la résistance fanatique à laquelle ils avaient fait face sur les îles comme Iwo Jima et Okinawa, où les soldats japonais et même les civils combattaient jusqu'au dernier homme, prenant souvent leur propre vie plutôt que de se rendre. Et puis ils ont regardé ce que le haut commandement japonais planifiait. Le plan de défense japonais s'appelait Ketsugo, ou Opération décisive. C'était en essence un plan pour le suicide national.
Ayant échoué à arrêter la machine de guerre américaine en mer, le haut commandement a décidé de tout miser sur une bataille finale et apocalyptique sur les plages de leur terre natale. Mais cette fois, ils n'utiliseraient pas seulement leur armée. Ils se préparaient à mettre en œuvre la stratégie même du fusil derrière chaque brin d'herbe que Yamamoto avait redouté en Amérique. Le gouvernement japonais a commencé à mobiliser toute la population. Il dissolvait les écoles pour mettre les enfants au travail dans les usines. Ils entraînaient les civils, les femmes, les vieillards et les garçons, non pas avec des fusils car ils n'en avaient pas à épargner, mais avec des lances en bambou, avec des couteaux de cuisine, avec tout ce qui pouvait être utilisé comme arme. Ils formaient des corps de citoyens patriotiques combattants. Le plan était simple. Quand les premiers soldats américains mettraient pied sur la plage, chaque homme, femme et enfant au Japon se jetterait sur les envahisseurs dans une vague suicidaire finale. Ils construisaient des milliers d'avions kamikazes et de bateaux motorisés explosifs, conçus non pas pour gagner la bataille, mais simplement pour infliger un nombre de pertes si stupéfiant que les Américains mous perdraient finalement leur courage. C'était l'ironie tragique ultime. Les dirigeants japonais qui avaient jugé une invasion de l'Amérique impossible en raison de sa population armée et têtue, misaient maintenant leur survie entière sur le fait de devenir cette même chose. Quand les planificateurs américains ont vu cela, leurs estimations de pertes dépassaient tout ce que le monde avait jamais vu. Ils ont projeté que les États-Unis seuls subiraient de 400 000 à plus d'1 million de pertes dans l'invasion du Japon, avec au moins 100 000 à 500 000 morts. Les pertes japonaises, estimaient-ils, seraient dans les dizaines de millions. Toute la nation serait détruite. C'était le contexte dans lequel le président Harry S. Truman, qui venait de prendre ses fonctions après la mort de Roosevelt, s'est vu présenter un choix. D'un côté, l'opération Downfall, un chemin qui mènerait à la mort de millions de personnes, y compris 1 million de ses propres hommes. De l'autre côté, une nouvelle arme terrible, un projet secret qui venait d'être testé avec succès dans le désert du Nouveau-Mexique. La bombe atomique. La décision d'utiliser la bombe sur Hiroshima et Nagasaki reste l'un des moments les plus débattus et les plus douloureux de l'histoire moderne. Mais pour la comprendre, nous devons comprendre l'alternative. L'alternative était l'opération Downfall, une invasion qui aurait rendu chaque autre bataille de la guerre insignifiante. Le haut commandement japonais, en embrassant la stratégie du porc-épic même qu'il redoutait tant, avait involontairement rendu le coût d'une invasion conventionnelle si inimaginablement élevé qu'il a forcé l'arme impensable à devenir une réalité. En fin de compte, Yamamoto avait raison sur tout. Il avait raison sur le géant endormi. Il avait raison sur la résolution terrible. Et il avait raison qu'une invasion d'une nation déterminée, armée et vaste était une forme de suicide militaire. Sa sagesse était de voir la vérité quand tout le monde d'autre était aveuglé par la victoire. La tragédie est que sa propre nation, dans ses derniers moments désespérés, a été forcée de prouver sa théorie correcte. L'héritage de cette histoire n'est pas simple. C'est une leçon complexe en humilité, dans les dangers de sous-estimer un adversaire, et dans le pouvoir profond et souvent terrifiant d'un peuple uni dans la défense de sa terre natale. C'est un rappel que la plus grande force d'une nation ne se trouve pas toujours dans ses soldats ou ses navires, mais dans ses usines, sa géographie et dans le caractère inébranlable de son peuple. Les histoires de cette génération, leurs sacrifices et leurs résolutions sont notre héritage partagé. Si vous avez apprécié cette plongée profonde dans le pourquoi de l'histoire, la meilleure façon de soutenir cette chaîne est de partager cette vidéo. Merci de votre temps et merci de vous en souvenir.